voilà le génome. Et ça, cette résolution de modèles génétiques, de modèles de pratique de la génétique n'est pas facile du tout. Et puis, vous éveillez aussi à l'idée qu'une mutation n'est pas toujours partout dans le génome, pas toujours partout dans l'individu. C'est ce qu'on appelle les situations de mosaïque, qui peuvent être dans le corps d'un individu en partie ou dans sa lignée germinale exclusivement. Et puis vous êtes dans l'amphithéâtre Jean Frézal. Alors je voulais quand même vous montrer la photo de Jean Frézal. C'est la première année que j'y enseigne. C'était notre maître en génétique avec Arnold Munich et d'autres. Et c'était le patron de génétique de votre université. Il en était le doyen. Il était le président de Paris Descartes. Et voilà sa tête. Non, mais c'est un monsieur vénérable et qui est mort il y a 7-8 ans maintenant. Et qui était un enseignant exceptionnel pour vous. Ça a bien changé. Alors, introduction à la pathologie moléculaire. En fait, je vous ai tout dit. Hein, c'est introduction à la pathologie moléculaire. Donc, le génome humain, un paysage désert, c'est évidemment une image, complexe et variable. Alors, ENCODE, c'est une entreprise, vous aurez un cours plus détaillé pour ceux qui font ce fameux parcours optionnel, qui a dit, bon, maintenant on connaît la séquence du génome, on arrive à peu près bien à repérer les gènes codant pour des protéines, il y en a 20 110, vous pouvez dire 21 000 à peu près. Est-ce que ça suffit à expliquer tout? Non, bien sûr, ça occupe à peine 1,2% du génome, cette affaire. Et dans les découvertes des séquences des génomes vertébrés et humains en particulier, sont arrivées la notion qu'il y a à peu près autant d'ARN transcrits du génome qui ne codent pas pour des protéines. Regardez, des grands ARN non codants, 11 700, des petits ARN, des micro-ARN, très intéressants en physiopathologie. Ben, si vous faites la somme, vous êtes à peu près à autant de gènes. On peut parler de gènes. Ce ne sont pas des gènes qui codent pour des protéines, mais ce sont des gènes qui sont transcrits en ARN et qui vont donc déjà doubler le nombre de modules de transcription de notre génome. Ce nombre de gènes, il a fait couler beaucoup d'encre avec des estimations des années 40. On disait on a 200 000 gènes, mais le gène à ce moment c'était une unité mendélienne, c'était l'unité de ségrégation. Un gène, un caractère, un gène. Et puis on était, même jusque dans les années 90, à dire, on sait que les gènes peuvent donner plusieurs produits, donc on doit avoir 50 000 gènes. En fait, la vérité est bien moindre que ça, vous avez compris, c'est de l'ordre de 20 000. Et si on prend 20 000 gènes et qu'on prend des organismes aussi différents qu'une plante des prés, Arabidopsis, 25 000 gènes, plus que l'homme, grosse leçon d'humilité. Non, c'est simplement que la complexité n'est pas dans le nombre des gènes. Un individu très développé a moins de gènes que Arabidopsis. Et à peu près autant qu'un petit ver expérimental qui s'appelle Élégance, parce qu'il a des formes très ravissantes, charmantes. Il est petit, hein, pas de panique. Hein. 18 000 gènes. Donc le nombre des gènes ne fait pas la complexité. Ce qui va faire la complexité, c'est probablement beaucoup des ARN non codants. C'est aussi le fait que des gènes aient des produits multiples, ça vous y avez été éveillé, soit parce qu'il y a des introns qui sont ou qui ne sont pas retenus dans l'ARN messager, soit parce qu'il y a des systèmes d'épissage alternatifs où on va retenir un exon et pas un autre, soit parce que les sites d'initiation de la transcription d'un gène codant pour une protéine sont variables. Il y a 1001 bonnes raisons pour dire à partir d'une unité transcriptionnelle, en fait, je peux fabriquer peut-être 4, 5, 10 protéines et parfois beaucoup plus que cela. En moyenne, sachez-le, pour un gène codant pour une protéine, il y a 4 transcrits. Un gène, 4 transcrits. Si vous reprenez notre petite diapositive, oui, on n'avait pas tellement tort d'annoncer 100 000 gènes au sens caractère, parce que c'est 20 000 ARN non codants, 20 000 gènes codant pour des protéines, mais 4 fois 20 000, ça fait 80 000. Donc ces estimations n'étaient pas du tout idiotes, elles étaient très bonnes, mais elles se faisaient sans connaître la génétique moléculaire. Deuxième idée du génome, la répartition des gènes codants pour les protéines et des gènes non codants, des gènes ARN non codants, est très aléatoire. Elle est aléatoire à l'échelle de notre génome. Si le génome est une carte de géographie, si c'est la carte Michelin, il y a des
des îlots, des îlots plus peuplés. Ici, vous avez le chromosome 22. En bleu, ce sont les gènes codant pour des protéines. Vous voyez que la région proximale est très riche en gènes. Puis vous avez ici des déserts géniques complets. Puis vous reprenez ici une région qui est un petit peu plus riche. Donc là, la répartition des gènes est très aléatoire. Elle se comprend mieux en comparant entre espèces qu'en regardant simplement notre génome, parce que ces gènes sont souvent organisés en blocs qui ont été, non pas hérités, ce n'est pas le mot, mais qui ont été dérivés d'espèces ancestrales. Donc ça veut dire, et ça se sera traité par Michel et Serge, ça veut dire que des désordres génomiques qui peuvent emporter parfois 6, 8 mégabases d'ADN, et on vous dit, oh, ça, c'est pas possible, c'est une catastrophe absolue, peuvent ne pas donner grand phénotype. Alors qu'un désordre génomique qui va porter, et qui est très classique d'ailleurs, la délétion du chromosome 22 dans la région pré-centromérique ici, donne un phénotype extrêmement complet, complexe aussi, qui s'appelle le syndrome de Dijorge. Si on prend ce paysage désertique, qu'est-ce que représentent les gènes dedans? Si on fait la moyenne de nos 20 000 ou 22 000 gènes codant pour des protéines, voilà le gène moyen, on va l'appeler MOI1. Il fait à peu près 27 kilobases. Il a en moyenne 7 à 8 exons. La taille des exons est de l'ordre de 120 à 150 nucléotides. Et il code en moyenne, tout ça c'est pas très intéressant, c'est de la moyenne, mais c'est pour vous donner une idée du domaine génétique de base, il code en moyenne pour une protéine de 367 ou 440 acides aminés. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des gènes qui codent pour des protéines de 50 acides aminés, des peptides, l'insuline, etc. Puis vous avez des gènes, on en parlera, le gène de la mucoviscidose ou le gène de la myopathe du chêne sont des gènes gigantesques, sont des géants qui codent pour des protéines immenses. Mais voilà ce gène isolé dans un paysage apparemment nu, avec 2 promoteurs, 7 exons, et ce domaine génétique qui le comprend. Il y a une chose que ne dit pas ce graphique complètement arbitraire, hein, ce gène n'existe pas, hein, c'est le domaine de régulation de ce gène. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il est exprimé au bon moment, dans le bon tissu, ou dans la bonne situation métabolique. Et ça peut être très en amont du gène, ou très en aval du gène. Donc il y a une véritable difficulté à définir ce qu'est un gène. On y reviendra peut-être. Troisième élément de remarque sur notre génome, et qui est encore une fois un élément important en médecine, c'est que, je vous le disais à l'instant, on comprend plus facilement l'organisation de notre génome en le comparant avec d'autres vertébrés qu'en le regardant comme ça tout seul pour lui-même. Comment fait-on? On fait ce qu'on appelle des alignements de séquences. C'est un truc informatique qui est assez relativement basique et assez simple maintenant, avec beaucoup de logiciels qui font ça. Et vous prenez le génome de la souris, le génome de notre petit ver de terre, le génome d'un poisson et un génome mammifère plus évolué, chimpanzé par exemple, et vous regardez les ressemblances et les différences avec le génome humain. Évidemment, quand vous êtes dans un gène, ici c'est un gène du chromosome 21, c'est un travail qui avait été fait, il était assez pilote à ce moment-là par des collègues suisses qui sont de très grands généticiens. Ils avaient regardé ça sur le chromosome 21 parce qu'ils s'intéressaient à la trisomie 21. Et quand on regarde la correspondance entre génome de souris et génome humain et qu'on la classe en pourcentage d'identité, 50%, 60%, 70%, c'est cette échelle que vous voyez ici. Vous voyez? D'accord? Vous allez dire ici, tiens, il y a 80% de ressemblance. Qu'est-ce que c'est? C'est un exon de ce gène qui s'appelle PWP2. Ce n'est pas très surprenant que les gènes codant pour des protéines soient conservés entre mammifères. Ils nous séparent, il y a 100 millions d'années entre la souris et nous, mais enfin quand même, c'est un mammifère. Cousin. Par contre, quand vous êtes dans les introns de ce gène, entre 7 et 8 ici, la ressemblance est bien moindre. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais vous regardez un petit peu plus loin sur le chromosome 21, dans une région où il n'y a pas de gène, ni de gènes codant pour des protéines, ni de transcrits. Donc c'est une région de l'ADN qui a l'air, comme cela, amorphe. Elle est amorphe parce qu'on n'a pas le code. Là, on a le code. C'est le code qui code pour les protéines. Là, c'est une région intergénique. C'est un domaine de 60 kilobases entre 2 gènes.
vous faites exactement la même expérience. Vous alignez le génome d'homme et de souris et vous regardez le pourcentage de ressemblance. Alors bien sûr, il y a de gros endroits où il n'y a rien, puis là, boum, vous avez une région d'une centaine ou de 200 nucléotides à peu près, 100 ici, un petit peu moins là, un petit peu plus ici, qui sont presque aussi ressemblants entre homme et souris que le sont les exons qui codent pour une protéine. Et ça, c'est un raisonnement qui est hyper important parce que si vous voyez là où je veux en venir, c'est que la conservation entre espèces est un argument très important pour dire cette région, je ne sais pas à quoi elle sert, il n'y a pas de code, mais je peux présumer qu'elle sert à quelque chose. Et pourquoi puis-je dire cela? C'est parce que, selon la théorie darwinienne de l'évolution, elle a été conservée. Conservée, c'est-à-dire qu'elle est identique après 100 millions d'années de divergence entre hommes et souris. Si elle a été conservée, écoutez-moi bien, c'est pas qu'il y a intelligent design et que le bon Dieu a dit qu'elle serait conservée. Enfin, ça, il y a des gens qui pensent ça. You can well think that, but I cannot comment. Bon, il y a des gens qui pensent ça, mais ce que nous montre l'évolution des espèces et l'évolution des génomes, c'est plutôt que ce n'est pas une volonté quelconque qui a préservé cette région de la mutation et des changements, c'est la pression de sélection qui a dit que si cette région change, si elle mute, alors l'allèle qui en résulte est un allèle délétère, et que l'individu qui a muté, l'être, l'espèce, la cellule qui a muté, a beaucoup moins de probabilité de se survivre, létalité, ou de se reproduire, ce que les Anglais appellent fitness. Ce n'est pas le sport. Hein. La fitness en génétique, c'est la probabilité de transmettre un allèle. Et partant de là, si l'on dit que cette région a été conservée, on parle parfois de sélection purificatrice, c'est-à-dire une sélection qui a évité les changements, mais elle ne l'a pas évité avec un mécanisme intentionnel, elle l'a évité en éliminant ceux qui avaient changé. C'est tout le système de mutation-sélection qui s'impose au génome. Et on voit donc très souvent, dans des régions qui ont l'air complètement anodines, des segments de conservation qui vous disent ces régions ne sont pas anodines. Je vous en donnerai dans un instant un pourcentage dans le génome qui est assez impressionnant. Si on regarde d'ailleurs cette idée de conservation entre espèces, quelle heure est-il? Ah, ça va. Si on regarde cette idée de conservation entre espèces et qu'on représente, regardez, ici, la représentation. C'est intéressant, ce n'est pas des valeurs absolues de quantité de génome. Évidemment que le génome humain, c'est 3 gigabases, c'est 3 milliards de nucléotides, un génome haploïde, c'est-à-dire une copie de génome. Mais si on regarde en pourcentage de génome, les séquences codantes, c'est en rouge ici, donc nos 22 000 gènes, ils sont là, en rouge. On les regarde dans la drosophile. Vous voyez que c'est déjà pas loin de 15% du génome. On les regarde dans notre petit ver, le C. elegans, c'est à peu près 25% du génome. Et on les regarde dans la levure, qui est l'eucaryote primitif monocellulaire, et c'est à peu près 70% du génome. Si maintenant vous regardez les introns, les segments qui sont à l'intérieur des gènes entre les exons, regardez la proportion dans le génome humain. Regardez la disparition dans le génome de levure, il n'y en a pas d'intron. C'est un génome sans intron. Donc ce qui est intéressant dans l'évolution, si on regarde cette diapo, ce n'est pas tellement la quantité d'ADN qui est intéressant, mais la marque la plus forte de l'évolution, c'est la réduction à minima de la proportion de génomes codants. La proportion de génomes codants pour des protéines est ridicule chez l'homme, 1,3, 1,4% par rapport à un génome extrêmement compact comme celui de la levure. Alors, bien entendu, la levure est monocellulaire, c'est un eucaryote primitif, il y a peu de gènes et son génome fait 7 mégabases. Ça n'a rien à voir, mais le fait évolutif est très intéressant, il est là, c'est la réduction avec l'évolution de la proportion de génomes codants, c'est-à-dire l'augmentation énorme des régions non codantes, que ce soit des introns,
que ce soit des régions intergéniques, transcrites pour certaines, ou que ce soit ce qu'on avait jadis appelé l'ADN poubelle. N'utilisons plus ce terme parce que vous avez vu il y a un instant que cet ADN poubelle, eh bien parfois, il doit servir à quelque chose, c'est simplement qu'on ne sait pas à quoi. Alors si on met ça sur des chiffres, pour clore ce petit chapitre, et qu'on dit ici, sur la ligne, j'ai le génome humain. Il y en a la moitié approximativement qui constitue ce qu'on appelle de l'ADN répétitif. Vous savez, c'est des rétroposons, des reliques de rétrovirus qui se sont intégrés dans le génome humain et qui se sont multipliés, dupliqués, transposés. Bref, ça, franchement, c'est...